Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Strasbourg. Je vous propose de commencer notre session. Monsieur le ministre, Monsieur le maire de Reims, Monsieur le président de la Fédération de l'hospitalisation française, Madame la déléguée générale de la FHF, Mme Riette, Monsieur l'adjoint au maire de Strasbourg, Madame la directrice générale de l'ARS Grand Est, Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des médecins Grand Est, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux de CH et de CHU, Mesdames et Messieurs les présidents de CME et doyens, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bienvenue à Strasbourg. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je vous accueille ce matin au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour ce 5e congrès de la FHF Grand Est. Nous avons accueilli la première édition, Thierry le rappelait tout à l'heure, en 2019 et nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau ici, aujourd'hui, pour échanger ensemble sur des thématiques majeures qui nous concernent tous. Depuis ce premier congrès en 2019, notre système de santé, et tout particulièrement dans notre région Grand Est, s'est adapté, a évolué et a fait face à des éléments nouveaux pour répondre à l'ensemble des besoins de notre population. Les habitants de nos territoires attendent de nous l'expression d'une volonté forte d'agir en responsabilité, se donnant les moyens d'apporter des réponses aux enjeux de soins pour les patients, les résidents, les usagers, les professionnels qui œuvrent au service de nos patients. Cet écosystème complexe et riche doit pouvoir s'appuyer sur un projet régional de santé rénové et constituer en tant que besoin un alignement voulu pour l'ensemble des acteurs de la région. Ce congrès aussi s'inscrit l'année du centenaire de la FHF. Cette séquence est aussi importante pour nous qu'elle marque un ancrage incontestable de l'hospitalisation publique au sein de notre région Grand Est. Le maillage territorial, notamment à travers les GHT, et je dois rendre hommage à Thierry et Gabriel, docteur Nizan, je ne sais pas où il est, le comité d'organisation, pour les sessions de formation et à l'ensemble des porteurs des projets de GHT hier, session très riche. On s'inscrit dans le cadre de ce partenariat actif, réactif et constructif. En complément, en tant que CHU, nous avons pleinement conscience des interfaces à consolider, à animer, à développer avec vous pour assurer ces articulations avec l'ensemble des bassins de santé de notre région. Je remercie particulièrement, je l'ai dit, le comité scientifique du congrès d'avoir choisi les thématiques du jour. En effet, les enjeux majeurs que nous relevons quotidiennement ne sont pas exclusifs de nos établissements, mais concernent aussi l'ensemble de l'écosystème et particulièrement la ville. Notre inscription au cœur des coopérations a pris un nouvel élan avec la construction, la structuration et le développement des CPTS, donc des communautés professionnelles territoriales de santé, dont je salue la présence ici avec nous ce matin. Je sais également l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour agir chaque jour pour une amélioration continue de notre système de santé au service des plus faibles aussi. Les innovations, la recherche biomédicale soutiennent cette dynamique, mais en proximité. Il est central de pouvoir récolter, exploiter les données de vie réelle et les traduire dans des engagements collectifs de responsabilité populationnelle. Alors, les indicateurs épidémiologiques de notre région, et si je fais le focus sur l'Alsace, nécessitent que nous puissions approfondir des options envisageables très sérieusement. Les articulations entre les acteurs du domicile, que je salue aussi la présence aujourd'hui, de l'accompagnement, du soin, du médico-social, de la recherche, des acteurs de l'handicap, de l'innovation, doivent favoriser ces nouvelles modalités de travail sur piste ou hors piste, cher Thierry, pour reprendre le titre d'appel du congrès. Bien sûr, je vais conclure là pour ne pas être trop long. Je souhaite vous renouveler les mots d'accueil chaleureux de la part de la communauté de Strasbourg. Nous souhaitons des travaux riches, constructifs et porteurs d'idées et de projets émergents pour la population de notre territoire qu'on a l'honneur et la chance de servir. Très bon congrès à toutes et à tous. Madame la directrice générale de l'ARS. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe aux salutations qui ont été prononcées par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je vous remercie
vivement pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour partager ensemble nos préoccupations et puis surtout nos réussites qui nous ont effectivement amenés parfois à sortir des sentiers battus. À l'approche de la période estivale, je trouve que ce thème de réflexion de votre congrès, à découvrir d'autres horizons, à ouvrir de nouvelles perspectives, répond parfaitement aux besoins des acteurs du système de santé pour prendre un peu de hauteur et voir loin. Les années qui se sont écoulées depuis ma prise de fonction comme directrice générale en septembre 2020 n'ont pas été un long fleuve tranquille. Les conséquences de la crise sanitaire, le défi majeur dans notre région des ressources humaines en santé, des pics d'activité, des allongements de délais d'attente, ça impacte le quotidien et ça impacte directement la qualité de vie au travail de vos équipes et parfois la qualité des soins que vous dispensez aux patients. J'en suis consciente, nous en sommes tous conscients. Et face à ces difficultés, on considère à l'Agence régionale de santé que la réponse, elle ne peut être que collective, en partageant des valeurs, en partageant des objectifs qui doivent nous permettre de trouver des réponses aux défis auxquels nous faisons face. Cet alignement collectif, pour moi, il est primordial. Et pourtant, on le sait, et vous aurez l'occasion d'en débattre aujourd'hui, l'alignement collectif, la coordination des acteurs, on l'a pu le constater à plusieurs reprises, c'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui se construit, mais en tout cas, ça doit être un fil rouge de notre action. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant toutes ces années à l'Agence régionale de santé. Essayer de déployer ensemble, avec vous, et on l'a fait dans le cadre notamment du Ségur de la santé, des mesures qui sont quand même sans précédent, je tiens à le rappeler, sur plusieurs champs d'action. On a eu des investissements immobiliers, c'est 304 millions d'euros qui ont été destinés à financer de nouveaux projets dans le Grand Est, les revalorisations salariales, bien sûr, la restauration des capacités financières, c'était plus de 800 millions d'euros pour les établissements du Grand Est. On a engagé avec vous les réformes de tarification, financer des investissements courants qui doivent servir effectivement à alimenter la qualité de vie au travail et le service rendu à l'usager dans vos établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Et sur ces sujets-là, pourquoi j'insiste dessus? Parce que je pense que là, peut-être, on a essayé de commencer à faire un peu de hors-piste. En tout cas, nous, à l'agence, on a souhaité mettre en place une méthode d'accompagnement à la gestion de ces projets, peut-être davantage fondée sur le côte à côte ou sur le coude à coude entre l'ARS et les établissements que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Le faire avec plutôt que le faire pour. Et c'est un changement de posture, à la fois pour nous, mais aussi pour vous. Nous l'avons bien mesuré pour ceux avec qui nous avons travaillé sur notamment les investissements immobiliers depuis toutes ces années. Et je pense que la thématique de la table ronde de cet après-midi, les méthodes pour pratiquer le hors-piste, devrait pouvoir revenir sur ces sujets. Un second point peut-être, c'est que cet objectif d'accompagner le système de santé et les professionnels qui concourent avec cette idée de responsabilité territoriale qu'évoquait tout à l'heure Samir Rény, ça a été une ligne de conduite pour nous à l'agence et ça va se poursuivre dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que pour moi, ça permet de répondre à 3 enjeux. Le premier, c'est redonner du sens à nos actions. Et je reprends quelques chiffres, mais il y a une étude récente qui a montré que 90% des agents de la fonction publique hospitalière avaient déjà ressenti un sentiment d'absurdité dans leur travail. À quoi je sers? Quelle est ma place dans le système? Ça nous est souvent dit quand on se déplace dans les territoires, dans les établissements. Et donc, il faut redonner du sens collectif à ce qu'on fait au service des patients, bien entendu, et des concitoyens de manière plus large. La deuxième chose pour y arriver, à mon avis, c'est de mieux comprendre aussi les besoins de nos concitoyens et pour pouvoir mieux y répondre. Et là, je prendrai un exemple qui rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Samir Rény sur le lien ville-hôpital. C'est le travail qui est en cours au CHRU de Nancy avec le DAC 54 autour d'un dispositif DOME qui vise à détecter, à comprendre et à accompagner les usagers fréquents des urgences. C'est porté par le docteur Hellman qui sera là cet après-midi, qui est mon conseiller médical et qui nous permet vraiment de comprendre ces usagers multiples et surtout de leur proposer un parcours de soins
pour éviter ces usages. Et puis le troisième enjeu, à mon avis, pour y arriver, pour pouvoir soigner dans de bonnes conditions, c'est aussi anticiper, et anticiper ensemble et anticiper bien. Là aussi, on a mis en place plusieurs choses. Je donnerai un exemple. C'est aussi un travail qu'on est en train de faire avec des établissements de recherche. Travailler sur prévoir les besoins de soins, mais surtout les besoins en ressources humaines. Et donc, c'est un autre projet Medcast qui démarre et qui doit nous permettre, donc on l'a centré sur les urgences aujourd'hui, de savoir combien d'urgentistes il faut former dans notre région pour les années qui viennent, en prenant en compte des déterminants qui sont mal pris en compte aujourd'hui par les statistiques, qui est comment on travaille, combien de temps on travaille, combien de temps on veut travailler, c'est quoi la durée de vie d'un urgentiste. Voilà, le travail est engagé, les travaux vont se poursuivre sur 3 ans, mais j'espère qu'on aura de la visibilité et qu'on pourra aussi étendre ça aux autres spécialités si la méthode qui va nous être proposée par l'université est une méthode reproductible. En tout cas, on y travaille. Et donc, effectivement, je trouve que le thème de vos travaux d'aujourd'hui est à ce titre intéressant parce que pour faire tout ça, il faut sûrement sortir des sentiers battus. Il faut savoir innover, il faut changer nos habitudes de travail. Le lien ville-hôpital a déjà été souligné, mais je pense qu'il est extrêmement important. Il faut casser les frontières qu'on a quand même pris soin d'ériger pendant longtemps. Et puis, il faut recourir à de nouveaux outils. Et le travail qui est fait aussi dans la région autour de l'usage de l'intelligence artificielle me paraît extrêmement important pour les années qui viennent. Et puis, pour sortir des sentiers battus, c'est vrai que la loi a donné aux directeurs généraux d'ARS le droit de déroger à certaines dispositions réglementaires. Alors, ce pouvoir, il est un peu limité parce que la loi est quand même souvent partout chez nous. Mais en tout cas, on essaye de trouver les endroits sur lesquels cette dérogation est possible pour pouvoir effectivement sortir des sentiers battus et trouver des solutions pertinentes. Alors, pour conclure, même si moi, je vous conseille effectivement d'éviter le ravin devant le skieur, les lignes de sapin un peu trop bien alignées ou le précipice au bord de la falaise, je pense qu'il faut quand même oser s'engager sur la ligne de crête pour essayer de promouvoir une dynamique nouvelle de travail en associant tous les acteurs au bénéfice des territoires et des enjeux qui sont les nôtres. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à construire avec vous pendant ces 4 années. Et je vous remercie sincèrement pour le travail qui a été réalisé avec les directions d'établissement, mais aussi depuis quelques années maintenant avec la conférence des présidents de CME, parce qu'on a réussi à construire une relation de confiance et on a ouvert la voie de passage, je pense, à un travail collectif sur notre territoire. Et donc, à la veille de mon départ de cette grande et belle région, je vous souhaite à la fois de fructueux travaux et puis surtout une très bonne route pour chacune et chacun. Merci à toutes et à tous. Merci, Madame la Directrice. Notre président, Arnaud Robinet. Merci Thierry. Monsieur le ministre, cher François, Madame la Directrice Générale de l'ARS Grand Est, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des médecins Grand Est, Monsieur le Directeur Général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Monsieur l'adjoint de la ville de Strasbourg, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Ce 5e congrès régional a lieu à l'endroit même où tout a commencé en 2019, le premier événement régional de la toute jeune FHR se tenait ici même, à Strasbourg, et il était consacré au territoire. Et la thématique de cette année ne va pas s'éloigner beaucoup, puisque la santé, au sens large du terme, est indissociable d'un territoire, d'un bassin ou d'un lieu de vie. Mais il y a bien des façons de s'emparer de la question des territoires pour en faire un véritable projet. L'intitulé de notre congrès, hors piste, coopération territoire, nos établissements sortent des sentiers battus,
résume à lui seul cet état de fait et les enjeux à venir pour le secteur sanitaire ou médico-social public. Les notions de GHT, de GTCMS vont encore occuper largement les débats et les échanges avec les nombreux défis à venir de notre système de santé. J'adresse mes sincères remerciements à Samir Eni pour son accueil dans ce lieu hospitalier et au directeur Gabriel Nissan qui a présidé le comité scientifique de ce congrès. Alors bien entendu, je vais cette année encore m'exprimer en tant que président de la FHF et président de notre fédération régionale. Et ce sera pour moi l'occasion de dresser un panorama d'ensemble d'un même trait. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'engagement du bureau du conseil et du conseil d'administration de notre fédération régionale, tout comme je salue le travail important des équipes autour de Thierry Gébel et Sophie Truchet. Ce travail passe évidemment par un dialogue exigeant et constant avec les représentants de l'État. Et à quelques jours du départ de Virginie Quéré, directrice générale de l'ARS Grand Est, il est opportun d'évoquer les relations FHF-ARS, puisque la nature même de nos missions fait de nous des partenaires de travail. Et j'en profite aussi pour remercier au nom de la FHF Grand Est, Madame Quéré pour l'écoute et l'engagement dont elle a su faire preuve tout au long de ces années. Et nous lui souhaitons une bonne continuation dans cette nouvelle mission et tous nos vœux de succès. En ce qui concerne la gouvernance régionale de la santé, nous avons pu constater ces derniers temps un nombre important de signaux positifs de la part de l'ARS Grand Est. Le secteur public se caractérise en effet par sa singularité. Bien que lié à l'ARS par une relation juridique de tutelle, la permanence et la continuité des soins qu'il assure impliquent naturellement une collaboration spécifique et privilégiée avec l'agence. Pour l'avenir, nous rappelons à ce titre à l'élaboration d'une charte entre la FHF Grand Est et notre ARS, dans l'optique d'établir des liens réciproques en matière de gestion régionale des questions de santé et médico-sociales. De plus, l'organisation d'un séminaire de travail réunissant ARS Grand Est et fédération, ainsi que conférences et représentants des CHU, est à l'étude. Au niveau régional, comme au niveau national, notre fédération restera fidèle à sa ligne d'exigence et de défense des intérêts de la population. Nous portons une vision responsable et des propositions claires. Alors, comme vous le savez, 2024, au-delà d'être l'année olympique, marque avant tout le centenaire de la FHF. Et nous avons souhaité faire de cet anniversaire un moment de projection dans l'avenir, tourné vers l'action. Et c'est pourquoi nous avons présenté à Santexpo, il y a 3 semaines, le livre blanc de la FHF, « Agir maintenant, bâtir la santé de demain ». Ce livre blanc est issu de travaux conduits par des dizaines de professionnels et personnalités qui ont œuvré pendant plusieurs semaines. Et il est ressorti une évidence, des CHU au CH, avec l'ensemble des établissements et services médico-sociaux publics, le service public est sans conteste le mur porteur de notre bouclier sanitaire, un trésor national que nous devons protéger à tout prix pour que notre système de santé redevienne un étendard dans le monde. Un modèle qui fera notre fierté parce qu'il sera en mesure de répondre aux besoins de la population sans rien céder sur nos principes. Et ces principes, vous les faites vivre au quotidien. L'égalité, liberté, solidarité, mais aussi la neutralité et l'excellence. Ils sont nos boussoles vis-à-vis des patients, comme pour l'exercice de chaque professionnel, et nous n'en varions jamais, y compris dans les temps troublés que nous connaissons.
La population sait compter sur le service public. Dans notre région, CHU et CH représentent par exemple plus de 75% des hospitalisations complètes de médecine ou 88% des passages aux urgences. Et je salue l'engagement des professionnels de la région, en CHU, en CH, en établissements médico-sociaux, mais aussi nos partenaires de ville. Et s'il y a tant à dire, je voudrais revenir brièvement sur 3 enjeux d'actualité majeure. Tout d'abord, nous devons accompagner l'évolution de notre système de santé qui est confronté à des nouveaux défis. Et l'objectif, il est simple, garantir l'accès aux soins à toute la population, partout et au bon moment. En 2023, l'activité à l'hôpital public a retrouvé et dépassé son niveau de 2019. Et cette dynamique positive traduit l'engagement de chacune et de chacun et doit nous encourager, nous oblige. Elle ne doit pas masquer, nous le savons bien, les difficultés d'accès aux soins qui persistent. Et notre fédération a présenté en mars dernier, à ce sujet d'ailleurs, à l'occasion de l'anniversaire du premier confinement, son premier baromètre sur l'accès aux soins en partenariat avec Radio France. Et derrière la dynamique d'ensemble, ce baromètre a démontré qu'il persiste un sous-recours aux soins dans plusieurs activités, d'ailleurs quels que soient les acteurs, publics ou privés. Alors, ce secteur d'activité concerne en particulier les hospitalisations complètes de médecine, comme les chirurgies lourdes ou de recours, et reste bien en deçà du niveau attendu. Et voilà notre priorité. Notre priorité, c'est donc de mettre fin à ce sous-recours. Et cette analyse nous renforce dans le message que nous portons avec constance auprès des pouvoirs publics. Il est donc nécessaire de définir des priorités de santé et de donner les moyens au CHU et au CH d'assurer leur rôle essentiel. Car par nature, les CHU et les CH ont vocation à répondre aux besoins de la population et ce, dans chaque territoire, sans distinction de ressources. Leur rôle en matière de médecine, de chirurgie lourde, de soins palliatifs est irremplaçable. Cela vaut bien sûr dans les réformes que nous souhaitons en termes d'évolution de l'offre de soins. Car il faut poursuivre les transformations engagées, du service d'accès aux soins au déploiement des projets territoriaux de santé. Mais nous ne pouvons pas nous disperser. Il faut définir une gradation des soins claire, quels que soient les acteurs au service des patients. Et cette idée d'efficacité est évidemment celle que nous portons à l'échelle de la région pour la mise en œuvre du schéma régional de santé 2023-2027. Et je voudrais insister sur 2 points en particulier à cet égard. Le premier point concerne les soins critiques, dont il n'est pas besoin de dire combien les dernières années nous ont rappelé qu'ils doivent être une priorité. De ce point de vue, l'édifice réglementaire qui devait réformer les soins critiques reste incomplet et présente des fondations fragiles. En effet, le sort des USC ne semble pas encore clairement réglé, puisqu'elles existent toujours du point de vue réglementaire, alors que les unités de soins renforcées, niveau 1 des soins critiques, n'ont pas encore de définition ou d'existence légale. Questionner la place des USIP dérogatoires dans notre schéma régional de santé s'avère donc vital si nous souhaitons conserver des capacités à notre échelle régionale. Nous avons donc saisi l'ARS Grand Est afin de constituer un groupe de travail pour déterminer ensemble les besoins régionaux en soins critiques, puis décliner ceux-ci à l'échelle des territoires en fonction des moyens. Le deuxième point
concerne la permanence des soins en établissement qui doit évoluer en profondeur. Il y a d'un côté l'enjeu de la démographie médicale. Nous devons plus que jamais déployer une stratégie de groupe afin de pouvoir organiser des filières sur les territoires et maintenir la qualité et la sécurité des prises en charge, malgré les difficultés de recrutement et les ressources limitées. Oui, nous devons travailler de concert entre établissements publics pour préserver l'attractivité, car il faut le rappeler, notre secteur est celui qui concentre non seulement les contraintes, mais les assume. Il y a de l'autre côté le partage de la contrainte. Oui, les établissements privés doivent davantage y participer. Mais cela doit se faire dans le cadre de schémas territoriaux de permanence de soins cohérents, efficaces. Nous le savons, le gouvernement a consenti à des mesures destinées au secteur privé commercial afin de prévenir toute grève ou fermeture. Nous en prenons acte. Mais notre fédération sera très vigilante quant à la mise en œuvre en contrepartie des évolutions de la permanence des soins dans notre région et surtout pour ce qui concerne la prise en charge effective des patients durant les périodes de garde et astreinte. L'ambition que nous partageons en matière d'accès aux soins doit pouvoir s'appuyer sur un levier budgétaire juste. Et j'en viens au deuxième enjeu. Notre baromètre sur l'accès aux soins a, je le crois, contribué à démontrer l'urgence d'un soutien à certaines activités en sous-recours. Et je dis bien certaines activités, puisque les revalorisations se sont appliquées de la même façon, quels que soient les acteurs et leur statut. Et cette décision était la seule possible d'un point de vue de santé publique. C'est pourquoi nous avons exprimé notre étonnement quant aux menaces de fermeture ponctuelle de la part des établissements privés commerciaux pour protester contre les arbitrages de la campagne tarifaire et nos regrets sur certaines déclarations vis-à-vis des hôpitaux publics et vis-à-vis des agents hospitaliers. À la lumière des annonces du gouvernement, la FHF a évidemment demandé une transparence totale sur le financement des mesures prises et n'acceptera pas que l'hôpital public se voit lésé par ces décisions. Le ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Frédéric Valletoux, s'y est d'ailleurs engagé. Car nous le savons, et la Cour des comptes l'a redit il y a encore quelques jours, la situation budgétaire de l'hôpital public n'a jamais été aussi dégradée, avec environ 1,7 milliard d'euros de déficit en 2023. Alors même que le rôle de ce même hôpital public n'a jamais été si important à l'échelle du territoire, lui qui est présent partout, accueille chacun sans distinction. Lui dont les équipes, cet été, accompagneront le succès des Jeux olympiques et paralympiques. C'est pourquoi nous ne lâcherons rien. Le prochain budget de la sécurité sociale sera difficile, il faut en avoir conscience, il sera à l'image de la situation des finances publiques. Or, vous le savez bien, les coûts de l'inflation ne sont toujours pas compensés intégralement pour l'hôpital public. Notre fédération a estimé le sous-financement de l'inflation au sein du sous-objectif établissement de santé de l'ONDAM à plus de 1 milliard d'euros pour les seuls hôpitaux publics, ce qui est considérable. Nous demandons donc que le prochain PLFSS soit un texte de justice et de cohérence. Et la cohérence, c'est de financer les CHU et les CH à hauteur de leurs coûts. Au-delà, nous avons besoin d'une stratégie. Et c'est le sens des propositions formulées dans notre livre blanc. Oui, il faut un cap, il faut une vision pluriannuelle. Oui, il nous faut des outils nouveaux
pour mieux valoriser le rôle de l'hôpital, son rôle territorial ou encore les mesures de prévention. Autant de combats que nous porterons dans les prochaines semaines auprès du Parlement et du gouvernement. Et nous demandons un changement de méthode. Nous demandons que l'État, garant de la stratégie nationale et régionale d'organisation de l'offre de soins, fixe un cap clair du point de vue de son évolution autour de priorités de santé en tenant compte des moyens à notre disposition. Alors, comme toujours, les hôpitaux publics, les établissements médico-sociaux publics s'adapteront avec agilité et la créativité qui les caractérise. Nous demandons, parmi l'ensemble des dépenses de santé, et parce qu'il assure un rôle essentiel en termes de recours et de prise en charge lourde, que l'hôpital public soit préservé dans les années à venir et qu'une programmation nouvelle des investissements soit instituée. Alors évidemment, tout ceci vaut aussi pour le secteur médico-social, et plus particulièrement le grand âge. Et j'en viens à mon troisième sujet. La proposition de loi Bien vieillir, adoptée récemment, comporte plusieurs avancées concrètes pour lesquelles la FHF s'est battue. Je citerai par exemple la généralisation de la prévention de la perte d'autonomie à travers le programme AMICOP ou encore la possibilité pour les EHPAD de moduler leurs tarifs dans des proportions mesurées pour les résidents non bénéficiaires de l'aide sociale. Il faut aussi souligner que pour les EHPAD publics, la campagne budgétaire 2024 marque un effort. Mais nous devons aller bien plus loin pour répondre aux défis posés. Une grande loi d'initiative gouvernementale reste nécessaire. Nous devons anticiper l'enjeu démographique du vieillissement de notre population afin d'accompagner au mieux les personnes âgées et adapter l'ensemble de nos établissements. Cela suppose de définir un modèle de gouvernance et un modèle de financement clair pour assurer les 50 000 recrutements nécessaires. À court terme, l'enjeu financier est tout aussi prééminent puisque 85% des EHPAD publics sont en déficit et ce chiffre appelle à des mesures profondes et urgentes. En 2 ans, nous avons convaincu l'ensemble des parlementaires de l'absolue nécessité d'apporter des réponses fortes à la hauteur de l'enjeu. Et nous continuerons inlassablement à mener ce combat avec le nouveau Parlement et le nouveau gouvernement. Ces prochaines semaines, avec l'esprit de responsabilité qui est son ADN, la FHF continuera d'être offensive parce que la situation l'exige. La FHF jouera aussi son rôle de vigie et nous ne céderons rien, ni sur nos principes, ni sur nos valeurs, ni sur nos ambitions. Avec vous, avec toute la force de nos équipes hospitalières et médico-sociales, je suis convaincu que nous saurons tracer un chemin de conviction pour bâtir l'avenir de la santé. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès et je cède la parole à Zaina Briet, notre déléguée générale, qui va revenir sur le livre blanc que nous avons présenté à l'occasion des 100 ans de notre fédération à Santexpo. Merci de votre attention. Madame la déléguée générale. Merci, monsieur le délégué régional. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, comme l'a évoqué le président Arnaud Robinet, c'est autour d'une démarche extrêmement participative que nous avons fait le choix de proposer des actions concrètes, puisqu'il ne suffit pas de demander, comme vous le savez, nous sommes aussi dans l'action avec des propositions qui sont à la fois concrètes et réalistes. Démarche participative parce qu'elle a été composée avec plus d'une centaine de personnes qui regroupent l'ensemble de l'écosystème de santé, qu'il s'agisse des ordres professionnels, des organisations syndicales, mais également et surtout des propositions qui émanaient du terrain, d'experts, des usagers et bien sûr des intéressés. Cet chantier est prioritaire. Oui, ah oui, il faut que je les passe.
Ok, d'accord, mais je les passerai après. Donc, juste pour vous dire comment est composé, comment se décline notre livre blanc en 2 parties. Tout d'abord, 7 chantiers prioritaires et puis une partie qui concerne le service public, car comme vous le savez et comme l'a rappelé le président, il est véritablement et indéniablement la colonne vertébrale de notre système de santé. 7 chantiers, un autour de la voie de la sobriété, qui est à la fois un défi, mais une réelle opportunité pour nous et pour toute la société. La responsabilité partagée, qui nous paraît un des leviers d'efficacité majeure. La prévention, comme fondement de l'avenir des politiques de santé, et je crois que maintenant plus personne ne peut le dénier non plus suite à la crise que nous avons vécue, et puis bien évidemment on constate l'évolution des pathologies chroniques. L'engagement, l'innovation, l'environnement au travail et l'évolution des métiers de la santé, les clés de l'attractivité. La recherche et l'innovation, les moteurs de l'excellence. Et le dire ici, ça a encore tout son sens et encore plus son sens. Investir dans le grand âge, une priorité absolue, car qu'on le veuille ou non, notre société vieillit. Vieillir, c'est une chance et c'est aussi une richesse pour notre pays, mais ça nécessite quand même d'accompagner ceux qui vieillissent et qui en ont besoin dans la dignité. Simplifier pour donner plus de souplesse et d'efficacité. Et donc, vous le verrez, c'est une feuille de route toute tracée, qui est assez complète, avec des mesures concrètes. Et bien sûr, nous pourrons échanger ensemble sur ces différents points. La voie de la sobriété et le défi de l'opportunité. Permettez-moi juste, moi, de vous citer 2 priorités, mais vous pourrez réagir en fin de présentation. Une majeure pour nous. Nous savons à travers beaucoup d'exemples, et nous avons tenu un observatoire, vous savez qu'à la FHF, nous avons créé le comité de transformation écologique en santé. Comité d'ailleurs qui est présidé par le professeur Patrick Pessot, que vous connaissez bien aussi ici. Et parmi toutes les mesures qui ont été proposées, une 50aine de propositions, une mesure qui nous paraît fondamentale pour pouvoir poursuivre, parce que l'ensemble des établissements ont déjà mené un certain nombre d'actions, c'est de créer un fonds vert, à l'instar de ce qui existe pour les collectivités, destiné aux établissements publics pour permettre de financer ces mesures d'investissement qui sont souvent coûteuses, mais qui ont un retour sur investissement extrêmement rapide. Autre élément concernant la sobriété, améliorer l'efficience du système de santé en mettant effectivement en cohérence pour tous les acteurs, les tarifs des actes et des soins en lien avec leurs coûts de production. Je ne vais pas y revenir. Vous le savez aussi également, on en a vu la preuve avec notamment les activités jusqu'à présent sous-financées, les activités de médecine ces dernières années, puisque à la fois avait été privilégiée la chirurgie ambulatoire, et on peut comprendre avec les évolutions technologiques, mais au détriment d'autres activités qui entraînent des enjeux de santé publique. La responsabilité partagée, un levier d'efficacité. En effet, 5, enfin il y en a même plus, 2, 4, 3, 5. Il y a plusieurs mesures concrètes, mais je vais me permettre d'en citer 2, plutôt à l'échelle territoriale. Il nous semble essentiel de déployer les projets territoriaux de santé dans chaque territoire. Pour nous, la définition du projet territorial de santé, c'est l'engagement des acteurs, quel que soit leur statut et quel que soit leur lieu d'exercice, de s'engager à faire en sorte que des filières de soins prioritaires sur le territoire puissent être assurées et qu'il n'y ait aucune rupture de parcours de soins dans les dites filières. Le diagnostic est posé, vous connaissez l'état dans votre région par exemple, le tout c'est de pouvoir assurer cela. Faire ce projet territorial de santé suppose aussi de contractualiser avec l'Agence régionale de santé sur à la fois ses engagements et les objectifs, et puis avec probablement une annexe financière pour pouvoir l'assurer. Un autre élément, et le président l'a évoqué, c'est la réalité et l'effectivité des schémas territoriaux de la permanence des soins, sous l'égide également des agences régionales de santé. Je pense que plus rien aujourd'hui ne justifie que certains acteurs, ou que d'ailleurs tous les acteurs, qui disposent d'autorisations qui nécessitent réglementairement et de façon législative la continuité des soins, s'exonèrent de cette continuité des soins.
je passe. Alors, je vous rassure, vous pouvez trouver le livre blanc sur le site de la FHF, hein, donc je ne vais pas passer en revue toutes les mesures. La prévention, je le disais, fondement de l'avenir des politiques de santé. Là aussi, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur ce sujet? En tout cas, vous dire combien il est essentiel de donner corps désormais à la prévention. Nous avons à ce titre édité un livret dédié à sport et santé en cette année de Jeux olympiques, avec des actions là aussi très concrètes, à la fois pour accompagner et gratifier ceux qui font des efforts pour se maintenir en bonne santé, et puis inciter ceux qui n'ont pas encore compris à pouvoir aussi se maintenir en bonne santé. Un des éléments qui nous paraît important, c'est de généraliser les contrats locaux de santé et de faire figurer ces actions concrètes. Je sais que dans un certain nombre de contrats locaux de santé figurent ces actions de prévention. De la même façon, il nous paraît important de pouvoir valoriser et d'indemniser correctement les acteurs de santé qui font de la prévention pour pouvoir la réaliser correctement. D'autres mesures que vous pourrez découvrir. Alors, l'innovation, l'engagement, je crois que c'est important et peut-être que ça va l'être encore plus, de rappeler que le service public, s'il a des valeurs, il impose des obligations et il impose aussi un engagement. Et cet engagement, nous le saluons tous les jours, mais je pense qu'il est toujours important de le rappeler. L'innovation, le réenchantement de l'environnement du travail, et puis l'évolution des métiers que je classe d'office, moi, dans les clés de l'attractivité, de l'évolution de l'attractivité des métiers. Alors, redonner du sens à l'engagement des professionnels. Moi, je vais juste citer un exemple et vous aurez une présentation cet après-midi, mais vous le connaissez bien dans votre région. C'est l'expérimentation qui a été conduite autour de la responsabilité populationnelle. Cette expérimentation, elle concerne 2 pathologies, mais au-delà de ces 2 pathologies, pour le diabète, elle a permis une chose essentielle. Elle a d'abord permis de rendre vraiment concret et effectif le dialogue ville-hôpital, pour le bénéfice d'abord des patients, mais aussi des professionnels. Elle a aussi redonné du sens à ces professionnels, c'est-à-dire exercer l'art de leur métier, pouvoir prévenir, pouvoir soigner et pouvoir éviter toute complication. Et ça, c'est vraiment du sens donné à l'exercice et aux pratiques professionnelles. La recherche et l'innovation moteur de l'excellence. Nous sommes ici dans un lieu d'excellence. Nous savons combien la recherche est vitale et nous l'avons vu, la crise nous l'a rappelé. Il nous faut à la fois mieux accompagner la recherche dans son organisation nationale, mais également dans son organisation territoriale, dans ses financements et sa pérennité, le caractère pérenne de ces financements, et surtout ne pas en faire une variable d'ajustement. Concernant l'innovation, vous le voyez, structuré partout le management de l'innovation. À ce titre, le fonds FHF a développé des outils permettant de mettre en œuvre le management de l'innovation sur les territoires. Le fonds FHF va mettre en place un observatoire également des innovations. Et en s'appuyant sur les groupements hospitaliers des territoires, sur les centres hospitaliers universitaires et sur les établissements sociaux et médico-sociaux, nous allons essayer de structurer avec vous, sur les territoires, un management et une organisation de l'innovation, parce que nous le savons, vous le savez, vous innovez souvent. Pour autant, il faut pouvoir organiser au mieux cette innovation et la faire reconnaître. Investir dans le grand âge, peut-être là citer juste deux points qui nous paraissent essentiels. Bien sûr, la loi, mais peut-être obtenir un plan pluriannuel de financement en matière de grand âge, à l'instar de ce que nous avons obtenu pour le champ sanitaire, pour pouvoir donner de la lisibilité et surtout pouvoir recruter et former les professionnels dont le plan national fait écho depuis maintenant un certain nombre d'années.
7e chantier, simplifier pour plus de souplesse et d'efficacité. Là encore, ça va vous parler. Il est temps aussi de nous simplifier le code des marchés publics. Il est temps qu'on puisse aussi, on parle de pertinence des actes, des pertinences des parcours, c'est vrai. Mais il faut aussi avoir une pertinence quant au coût. Et une des façons aussi de faire des gains, c'est de pouvoir négocier correctement les prix de nos acquisitions. De la même façon, aussi rationaliser et rendre plus efficient, par exemple, le circuit des dépenses ou le recouvrement des créances. Et puis, j'en profite pour rappeler que si certains pensent qu'on peut faire des économies en réduisant le personnel administratif, logistique et technique, je vous rappelle que nous sommes le secteur qui comptons le taux le plus bas en la matière. Donc, et en plus, ça ne va pas non plus dans la logique des choses, puisqu'il nous faut redonner du temps aux soignants, n'est-ce pas, en attendant de recruter tous les soignants dont on a besoin, et donc pouvoir les affranchir d'un certain nombre de tâches qui ne relèvent pas forcément de leur cœur de métier, c'est aussi un objectif. Mais pour ça, il va falloir bien entendre que nous sommes le secteur qui, au contraire, a plutôt intérêt à développer dans ce domaine. Enfin, dernier chapitre de ce livre, le service public, cœur d'une offre de santé d'excellence qui est accessible à toutes et à tous et qui doit absolument le rester. C'est une offre qui est graduée et qui est ouverte sur son territoire. Alors peut-être quatre fondements et 4 aspects. Réaffirmer son rôle central en matière de cohérence, d'exigence de ses métiers, de ses missions. Les missions sont réalisées et pour qu'elles continuent à être réalisées, il faut les reconnaître et les financer, tant en accès aux soins qu'en termes de continuité. Intégrer dans le service public une mission, la mission de transformation écologique. Faire de la fonction publique hospitalière un cadre indispensable pour pouvoir maintenir le service public, un service public moderne qui sait s'adapter et dont l'adaptabilité et la modernité doivent se poursuivre. Enfin, les groupements hospitaliers de territoire, les consacrer comme entité responsable de l'organisation de l'offre publique sur les territoires et renforcer bien évidemment les liens avec les autres acteurs. Voilà pour cette présentation, je m'en excuse, assez rapide, mais je préférais laisser un peu le temps aux échanges et à votre disposition pour répondre à vos questions ou vos remarques. Merci de votre attention. On a le temps de prendre, on va dire, 2 questions. Et on reste dans le timing. Y a-t-il questions, demande d'intervention, précision? Je crois qu'ils sont encore très disciplinaires cette heure-ci. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, de toute façon, en cours de journée, je vais mettre un certain nombre de fascicules et la version résumée aussi au niveau du stand, au niveau de la banque d'accueil, là où vous avez signé, donc vous aurez l'occasion de les prendre. Je les mettrai d'ici une petite heure. À présent, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur le ministre, docteur, cher François, en tant que grand témoin de notre congrès. Merci beaucoup. Et on va écouter religieusement. Non, peut-être pas religieusement quand même. Bon, monsieur le président de la FHF, cher Arnaud, madame la directrice générale de l'ARS, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, parce qu'il y a énormément de personnalités aujourd'hui ici, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, ma petite expérience politique, finalement pas si petite que ça quand je vois ce qui s'est passé depuis, me dit que j'ai peut-être des choses à vous apporter dans le cadre de la réflexion. Et quand Thierry m'a proposé d'intervenir très gentiment, en me proposant le titre que vous avez, c'est-à-dire hors piste, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de sortir un peu des sentiers battus et d'essayer de vous proposer une réflexion autour de santé et politique. Donc, je ne sais pas s'il y a les diapositives. Voilà. Santé et politique, je t'aime moi non plus, parce que finalement, on se rend bien compte en étant sur le terrain que notre lien avec le monde politique est particulièrement complexe. Alors, je peux me permettre, dans cette belle région Alsace-Moselle, de citer quelqu'un qui s'appelle Otto von Bismarck et qui disait que quand on veut savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient, parce que sinon on ne sait pas où l'on est. Et en ce sens, le passé est la rampe de lancement de l'avenir. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du système de santé,
mais peut-être faire quelques dates, et je vous proposais 4 dates sur le système de santé. La première, c'est la naissance du ministère de la Santé. Je pense que vous ne savez pas que le ministère de la Santé est né en 1920, à l'issue d'une pandémie qui s'appelait la grippe espagnole. Avant, il n'y avait pas de ministère de la Santé. Et ce ministère de la Santé a été doté de moyens largement insuffisants et a disparu en 1924. Donc j'ose croire qu'il n'y a pas de relation entre la naissance de la FHF et la disparition du ministère de la Santé. Mais en 1924, il n'y avait plus de ministère de la Santé, pour réapparaître en 1930. Donc finalement, nous avons un ministère qui est extrêmement jeune, et cela explique beaucoup de choses quant à sa place dans le système politique. Le simple fait que ce ne soit pas un ministère régalien, par exemple, ce qu'on s'interroge souvent. Ensuite, bien sûr, la naissance de l'assurance maladie, de la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale, les réformes Debré de 58 qui créent les CHU, et puis la loi de 70 que vous connaissez par cœur, qui crée un système de santé avec une partie publique, une partie privée, les deux jambes sur lesquelles notre système marche, et les deux jambes qui doivent être, et je rejoins ce que disait le président, équilibrées, et absolument pas dans cette situation actuelle totalement déséquilibrée. Et puis, beaucoup plus tard, finalement, la reconnaissance du PSPH, ESPIC, au début des années 90. Donc on voit que notre histoire est assez récente. Pour autant, les préoccupations de nos concitoyens sont importantes. Je ne vais pas vous reprendre toutes les statistiques. Là, c'est juste un chiffre qui correspond à ce qui s'est passé avant les dernières élections présidentielles. On voit ici grande préoccupation pour nos concitoyens de la santé. Si on prend ce qui s'est passé, là on est sur décembre de l'année dernière, on voit que la santé est toujours une préoccupation majeure de nos concitoyens. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, c'est une enquête récente de la Tribune qui montre que c'est toujours une préoccupation de nos concitoyens importante. Cette enquête, qui n'a que la valeur d'une enquête, est aussi inquiétante, puisqu'elle montre in fine que 60% des Français seraient prêts à renoncer au service public hospitalier et à confier la santé à des entreprises privées. C'est quelque chose qui forcément nous oblige à nous poser un certain nombre de questions, et tout le monde s'inquiète sur l'évolution de notre système de santé, a fortiori les personnes qui sont dedans en premier lieu, c'est-à-dire les professionnels de santé. Alors, est-ce que cette préoccupation est uniquement une préoccupation française ? Eh bien, cette enquête Ipsos récente, là aussi, sur les préoccupations dans 29 pays, les principaux pays industrialisés, montre que la santé reste là aussi une préoccupation majeure, 6e place pour l'ensemble des pays. Et si on regarde un petit peu pays par pays, eh bien, on voit que la France, comme les États-Unis d'ailleurs, sont à peu près au même niveau d'inquiétude sur l'évolution du système de santé, même niveau d'inquiétude, alors que la valeur prise au niveau du produit intérieur brut, vous le savez, c'est les chiffres de l'OMS. Nous mettons beaucoup d'argent dans la santé, les États-Unis aussi, par rapport au PIB d'ailleurs. Nous sommes dans le trio de tête, c'est en 2021, ça a un peu changé depuis, mais le trio de tête au niveau européen, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne maintenant qui est en train de monter. Tout ça pour dire que plus de 250 milliards, le budget de la santé. C'est le plus gros budget de l'État. C'est une somme énorme. On n'arrive même pas à imaginer ce que ça peut représenter, et la France met beaucoup d'argent dans son système de santé. C'est donc la première préoccupation à cette année olympique, ou une des premières préoccupations de nos concitoyens. Ce doit donc être, en toute logique, une des premières préoccupations des hommes politiques. Je ne veux pas faire ni de la politique fiction, ni regarder, mais on est obligé de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler de la santé depuis dimanche soir ? Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de la santé. Alors, est-ce que c'est une priorité politique ? Là, je vais vous livrer un petit secret de lecture. Comment définit-on les priorités politiques d'un gouvernement ? Cela s'appelle l'ordre protocolaire. Quand vous êtes dans un gouvernement, vous avez un ordre protocolaire qui fait que vous êtes assis à tel endroit, que vous entrez après un tel, après un autre, etc., dans les pièces, etc. Tout est très, très réglementé. Eh bien, Agnès Buzyn, par exemple, avait l'ordre protocolaire, elle était numéro 8 du gouvernement. Bon. Après Agnès, et en ce qui me concerne, j'étais numéro 14. Entre la culture, numéro 13, et les sports, numéro 15. Alors, forcément, on s'interroge. En cette année olympique, en plus, les sports étaient le dernier poste de ministre. Depuis, mes successeurs ont été numéro 14, jusqu'à ce que ce ne soit plus un ministère à plein titre. Et ça aussi, c'est une interrogation contre l'importance que l'on donne au système de santé. Aujourd'hui,
notre ministre de la Santé et du Travail est numéro 2 du gouvernement. C'est très bien, mais le ministère est beaucoup plus large. Et on se retrouve avec un ministère délégué pour ce qui est de la santé. Donc, regardez toujours un peu cet ordre protocolaire, c'est très dur à trouver, hein, même sur Internet. Mais voilà, ça donne quand même un éclairage sur quelles sont les priorités du gouvernement. Autre classement, si je peux me permettre, c'est le ministère de la Santé a été ballotté depuis sa création entre un ministère plein, un secrétariat d'État, un ministère délégué. Donc je me suis amusé à regarder, depuis François Mitterrand, quelle est la durée du temps où le ministère de la Santé était un ministère plein. Alors, je vous laisse deviner qui est numéro 1 des présidents de la République pour avoir gardé un ministère plein. Allez, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Eh bien non, François Hollande. Pendant son mandat, ça a été pendant 5 ans un ministère plein, et même c'est le plus fidèle, sans plaisanterie, puisque c'est celui qui a gardé sa ministre de la Santé pendant 5 ans. Et puis on voit ensuite que l'on diminue un petit peu jusqu'au président François Mitterrand, où c'était assez rarement un ministère plein. Ça aussi, c'est un signe de l'intérêt que le politique porte au système de santé. Alors, est-ce que c'est vraiment un désintérêt ou est-ce que c'est plutôt une inquiétude des dirigeants politiques d'une façon générale autour de ce qui se passe et autour de ce monde de la santé? Le jeu que je vous propose, c'est de se mettre à la place d'eux, d'essayer, et je serai forcément provocateur, vous me connaissez, d'essayer de voir comment le politique voit le monde de la santé et comment le monde de la santé voit le politique. Et ces visions sont-elles compatibles, in fine? Alors, commençons par le politique qui voit le monde de la santé. Le médecin, c'est un barbu, avec ou pas des grands cheveux. Bon, ça ne va pas très loin, mais il y a plusieurs sortes de barbus, et vous voyez bien qu'entre Pasteur et Raoult, on peut s'interroger, alors qu'on soit pour l'un pour l'autre, mais en tout cas, ce n'est pas si simple que ça, bien entendu. Monde de la santé, le docteur, c'est quelqu'un de pénible, parce que chaque fois qu'on veut lui faire quelque chose, il se réfugie derrière le sacro-saint serment d'Hippocrate. Et puis, allez, soyons clairs, hein, on est entre nous, hommes politiques, les médecins, soit il y a ceux qui veulent de l'argent, il y a ceux qui se prennent pour Dieu, et puis il y a ceux qui se prennent pour Saint François, bien sûr, et qui vont donner leur habit aux pauvres. Ce n'est pas si simple que ça, bien entendu, mais c'est une image quand même qui est très ancrée dans le milieu politique. Mais surtout, le monde de la santé, c'est une multitude de tribus avec laquelle vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que vous avez des ordres professionnels, vous avez des fédérations, vous avez des représentants syndicaux, vous avez des représentants professionnels par les sociétés savantes, une multitude de partenaires, et chacun, bien sûr, dit aux autres ce qu'il faut faire, sans se préoccuper des avis des uns des autres. Je réfléchissais en venant tout à l'heure, je me suis dit, tiens, s'il fallait faire des grands états généraux de la santé, pour réfléchir sur l'avenir, ce qui est quand même important, il faudrait prendre qui? Bon, on va prendre la FHF, bien sûr, on va prendre la FHP, on va prendre la FEAP, on va prendre les HAD. Ah oui, mais la FHF, il y a les directeurs. Ah, puis il y a les directeurs de CHU, de CH, puis il y a les présidents de CME. Puis bon, ça fait du monde. Puis alors, on va prendre les syndicats, on va prendre les syndicats de médecins. Bah oui, mais il faut aussi prendre les syndicats infirmiers, et puis des autres paramédicaux, et puis on va prendre les ordres, et tous les autres. Bref, c'est ingérable. Donc, comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Compliqué quand on n'est pas du sérail. C'est globalement des tribus qui n'aiment pas trop ce qui se passe autour et qui surtout n'apprécient absolument pas les ordres qui sont donnés ou qui voudraient donner la Pax Ministeria plutôt que la Pax Romana, qui voudrait qu'on obéisse finalement aux directives du ministère. Mais non, ce n'est pas le cas. Ils se tapent dessus entre eux, mais par contre, dès qu'on veut essayer d'imposer quelque chose, ils se réunissent tous pour taper sur le ministère de la Santé ou sur le politique d'une façon générale. Donc c'est quand même quelque chose de compliqué pour faire avancer. J'ai dit, Zénab, que j'étais provocateur. Hein. C'est un monde qui a son propre langage. Je vous garantis que la phrase est juste, hein, qu'on ne comprend pas toujours. Donc en plus, ça n'arrange pas les choses. Et c'est surtout un monde, le monde de la santé, où 1 + 1 ne fait que rarement 2. Des fois, ça fait 2, puis ça fait 3 le lendemain, puis ça fait 1 ensuite. Bref, si on demande de mettre le monde de la santé en tableau Excel, ce qu'on m'a demandé, c'est totalement impossible. Et petit exemple de cette démonstration, vous voyez une interview récente de notre ancienne première ministre qui dit très clairement, enfin, on ne comprend pas, on met plein d'argent et ça ne marche pas. Et on voit bien là la réflexion politique qui est de dire, on met de l'argent, ça doit marcher. Mais on met de l'argent, ça ne marche pas.
Donc vraiment, ça devient un monde totalement incompréhensible. C'est aussi un monde, et ça c'est important, où la temporalité n'est pas la même. Cette temporalité, j'y reviendrai, du monde de la santé n'est pas la temporalité politique, qui malheureusement aujourd'hui est de plus en plus courte, mais je vous l'ai dit, j'y reviendrai. C'est quelque chose qui, lorsqu'on prend un peu de hauteur sur la problématique de santé, devient extrêmement difficile à appréhender. Vous voyez ici la définition de l'OMS, c'est pas seulement de ne pas être malade, c'est en plus d'être en bonne santé, et puis d'être en bonne santé physique et psychologique. Ça devient quand même quelque chose de très très compliqué. Vous intégrez les notions actuelles de One Health, c'est-à-dire la santé est globale, elle est liée à l'environnement, elle est liée à tout ça. Ça devient quand même encore plus complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas ce système. Quand je suis arrivé, j'ai dit dans les discussions, je dit tiens, ce serait intéressant d'avoir peut-être un ministère de la santé One Health, où là, on aurait une réflexion un peu plus élargie. Et on m'a dit, ça existe déjà. Je dis, ah bon? Oui, ça s'appelle Matignon. Je dis, bon, bah, d'accord. Mais ce n'est pas faux dans la réflexion, puisque ça s'intéresse au transport, à l'énergie, à l'agriculture. Donc, vous voyez que finalement, devant ce système particulièrement complexe, le politique, il n'aime pas ça. Le politique, son but, c'est de transformer quelque chose de complexe, transformer cette impression de chaos dans quelque chose d'organisé. Et la politique de santé doit être là pour mettre les choses dans l'ordre et en ligne. Sinon, on va plutôt avoir tendance à aller voir ailleurs ce qui se passe et pas forcément à rentrer dans le sujet. Et même lorsque le politique rentre dans le sujet, je me permets de mettre la même interview récente, eh bien on voit bien que ça ne plaît pas. Nous avions un président, on peut parler d'hyper président, qui s'intéresse par exemple aux façons de gérer les déserts médicaux, et on voit bien que ça ne plaît pas forcément. Et on dit, mais de quoi il se mêle? Donc on voit que même au sein du politique, c'est assez compliqué. Pourtant, le lien entre le politique et le monde médical sont des liens que l'on pourrait croire d'étroits. C'est vraiment « je t'aime, moi non plus ». Le politique, d'une façon générale, aime bien les médecins. On aimait bien les médecins parce qu'il y a encore l'image du médecin qui est un relais de l'opinion sur son territoire. Le médecin, c'est potentiellement des électeurs. Donc, il faut être gentil avec le médecin. Ça n'existe plus, bien entendu. Et le médecin, sa relation avec la politique, c'est toujours sur des bons sentiments. C'est la santé publique qui m'intéresse, c'est pour ça que je rentre en politique. Bon, on pourra s'interroger sur ces sentiments sont-ils toujours là. Après, on parle beaucoup dans le monde politique, en tout cas on fantasme sur le pouvoir médical. On dit il y a un lobby médical qui est phénoménal au niveau du Parlement, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire bouger. Ben, vous voyez les chiffres. Alors, je suis désolé, ce n'est pas les chiffres actuels, puisque ça a été dissous, en tout cas l'Assemblée nationale. C'était les chiffres juste avant. Les médecins et les personnels de santé représentent 4,5% de nos deux chambres, que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat. Objectivement, ce n'est pas avec 4,5% qu'on fait un lobby si fort que ça. Donc sortons de cette logique du pouvoir médical sur le politique. Venons maintenant sur la façon dont le monde de la santé, le médecin, voit le politique. Comment il interprète. Alors là aussi, il y a plusieurs types de politiques. Il y a le politique peut-être plus politicien, à vision courte, et puis il y a le politique qui a une vision un petit peu plus longue. Là aussi, le politique vu par un médecin a son propre langage. Ça, je confirme que c'est vrai. J'ai appris des mots nouveaux en arrivant au ministère de la Santé. Écosystème. Bon, d'accord, on voit ce que ça veut dire, mais là, c'est quelque chose qui est utilisé à tout bout de champ. On vous parle de votre écosystème. Et puis, MD, derrière un chiffre, il faut un certain temps pour intégrer. Je vous garantis que c'est milliards d'euros. Mais en tout cas, il a son propre langage. Je me suis permis, puisqu'on parlait du général de Gaulle, de vous mettre cette petite citation dans le fil de l'épée. Je vous invite à lire ce livre, qui est un livre qu'il a écrit quand il était jeune. Comme quoi, rien de ce qui est grand n'est fait dans le bavardage. Je pense qu'on devrait rappeler un peu plus ça souvent, à tout le monde, pas qu'à nos hommes politiques finalement. Alors, la vision, elle reste très caricaturale, hein, bien sûr, vous la connaissez. Il n'y a que les médecins qui travaillent. Voilà. Les autres ne font rien. Je vous invite à aller voir comment bossent les gens dans les cabinets ministériels. C'est bien plus que les médecins à l'hôpital et bien plus les urgentistes qui prétendent toujours être ceux qui travaillent le plus. J'assume. Donc, il y a toujours là aussi cette vision. C'est bien sûr une vision qui est strictement comptable, où on dit de toute façon l'hôpital-entreprise, le politique, les directeurs d'ailleurs, c'est mis dans le même lot que le politique, ne pensent qu'à l'argent, ils n'ont aucune vision large. Bien sûr, une restriction du champ de vision qui est absolument terrible. Pour
finalement dire qu'il n'arrête pas de mentir, mais que finalement l'image que le médecin a du politique n'est pas plus évoluée que l'image qu'a le grand public du politique. Il ne faut pas croire que le monde de la santé, le médecin, analyse mieux le monde politique que le grand public. Donc, il n'a pas plus de pertinence à le juger. Alors, in fine, est-ce qu'on peut imaginer que tout ça est compatible? Peut-on imaginer qu'un jour, politique et le monde de la santé se serrent la main et décident d'avancer dans le même sens? Alors, d'avancer dans le même sens, et pourquoi? Faut-il un technicien ou un politicien? Vous avez là quelques extraits que j'ai trouvés dans Libération. Après être parti, tant mieux pour moi, parce que je me fais un peu descendre. Mais voilà, faut-il un politicien? Faut-il un technicien? Faut-il les deux? Ça reste une question pour laquelle je n'ai pas de réponse toute faite. Faut-il des gens de la société civile? Vous avez là une tribune dans Le Monde, je vous invite à la lire, que je trouve extrêmement intéressante, qui dit que la vision qu'ont nos concitoyens du monde politique est terriblement altérée quand il n'y a pas des gens de la société civile qui sont au sein du monde politique. Et je suis assez, sans prêcher pour ma paroisse, loin de là, je suis assez favorable quand même à cette vision des choses. Pourquoi? Voilà un petit exercice que je vous invite à faire et que j'aime beaucoup. Prenez une boîte en carton et dans cette boîte en carton, vous mettez un cône. Vous faites un trou sur le côté, vous dites au docteur de regarder, vous faites un trou sur le dessus, vous dites à l'énarque, entre plein de guillemets bien sûr, de regarder. Eh bien, celui qui regarde sur le côté, il va vous dire je vois un triangle. Celui qui regarde du haut, il va vous dire je vois un cercle. Et si vous n'avez pas cette double vision du problème, vous ne savez pas que c'est un cône. Alors, c'est un peu simple, mais je vous invite à bien réfléchir à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'avoir une double vision est essentiel et vous permet de beaucoup mieux appréhender les choses. Perdre cette capacité de double vision est quand même quelque chose de très embêtant. Alors, je ne sais pas s'il faut que le ministre de la Santé soit un professionnel de santé ou soit quelqu'un issu du monde de l'administration, du monde politique. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si c'est un professionnel de santé, il faut qu'il soit entouré de politique. Et si c'est un politique, il faut qu'il soit entouré de professionnels de santé. Rien de plus dangereux qu'un politique entouré de politique et un professionnel de santé entouré de professionnels de santé pour gérer la santé. Cette double vision, croyez-moi, elle est totalement indispensable. Alors, je profite aussi pour casser une vision, quelque chose que j'entends trop souvent et qui, moi, m'énerve au plus haut point. Je suis désolé. C'est celle qui dit, de toute façon, il n'y a pas d'argent dans la santé. Je vous dis, plus de 250 milliards, quand même. Et de toute façon, c'est Bercy qui décide. Eh bien, je suis désolé de vous dire que non. Bercy n'est pas le diable. Il a fait beaucoup de muscu depuis. Hein. C'est pas le diable, pourquoi? Parce que Bercy gère, comme un bon père de famille, les finances du ménage. C'est son job. Et vous avez ce qu'on appelle des arbitrages. Ces arbitrages sur le budget, ils se font à Matignon, où les ministres viennent défendre leur demande de budget, supplémentaire ou pas, et où il y a une décision. Vous achetez pas dans le ménage la dernière télé et le dernier frigo en même temps. Vous allez prendre un peu plus de temps peut-être pour le faire. Je n'ai jamais considéré, alors j'ai gagné des arbitrages, j'en ai perdu. J'ai jamais considéré que quand je perdais un arbitrage, c'était la faute de Bercy. Quand je perds un arbitrage, c'est de ma faute parce que je n'avais pas défendu suffisamment bien le point de vue. Et il n'y a rien de plus énervant que d'entendre, pas que dans la santé, des gens vous dire « Ah oui, mais c'est la faute de Bercy ». Non, ce n'est pas la faute de Bercy. Et non, ce n'est pas Bercy qui décide, c'est Bercy qui arbitre. Et là, c'est tout à fait normal qu'il ait ce rôle. Alors, je vous ai dit beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui vont dans tous les sens, mais on va faire comme dans les grands congrès médicaux, hein, les take-home messages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut peut-être essayer de retenir de tout cela. Eh bien, la temporalité. Je crois que cette question de temporalité, j'en suis persuadé, elle est essentielle. La temporalité politique, aujourd'hui, elle est à l'immédiateté. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite à le lire. C'est du même auteur qui a sorti récemment Le Cardinal du Kremlin. Les ingénieurs du chaos, c'est remarquable sur notre lien à cette temporalité et à l'image que l'on donne. La temporalité est immédiate, elle est dans les réseaux sociaux, elle est totalement incontrôlable. On ne prend plus le temps de réfléchir et d'arbitrer. Et les hommes politiques sont soumis à cette même pression de cette temporalité immédiate. Le monde de la santé, c'est une temporalité à long terme. Il faut réussir à faire comprendre comment on sort de cette vision court-termiste pour aller sur une vision à long terme. Aujourd'hui,
la vision politique, elle est à 20 jours. Hein. C'est-à-dire il faut annoncer des choses pour que ce soit positif dans 20 jours. Quand vous arrivez en parlant, par exemple, de prévention, qui est quelque chose d'essentiel, mais qui n'est pas politiquement bankable, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la prévention, elle va donner des résultats dans 15 ans, dans 20 ans. On a réussi à faire passer la vaccination sur le papillomavirus. Calcul simple, vacciner toute une tranche d'âge par le papillomavirus tous les ans, ça coûte grosso modo entre 200 et 240 millions d'euros. Ce sera rentable financièrement dans 15 à 20 ans par la disparition des cancers du col de l'utérus. Rien que les cancers du col de l'utérus, sans compter les 1000 morts par an, ça coûte 275 millions d'euros par an. Donc on a là une position à prendre qui va coûter de l'argent, qui ne sera rentable que dans 15 ans. Vous expliquez à un décideur politique que la décision qu'il prend ne sera rentable que dans 15 ans, il faut vraiment qu'il ait une vision à long terme pour accepter de prendre cette décision. Donc on voit que cette temporalité est extrêmement difficile. Et puis, dans la temporalité, et je rejoins les propositions de la FHF, et elles sont, à mon avis, celle-ci est essentielle. Arrêtons de rediscuter du système de santé tous les ans dans ce fichu PLFSS. C'est insupportable. Ça prend 3 mois de boulot d'un cabinet ministériel qui ne fait quasiment que ça. Et en plus, vous n'avez aucune vision prospective, même si maintenant on a les chiffres d'évolution sur plusieurs années. Nous avons besoin d'une loi de programmation de santé, comme la loi de programmation militaire, comme la loi de programmation de justice, etc., qui permettent de se projeter sur les années à venir et d'avoir une ligne politique, un objectif qu'on peut défendre. Remettre tous les ans sur la table les discussions, c'est totalement contre-productif. Et puis, ce qui existe un jour peut être totalement contredit le lendemain. Là aussi, il faut se projeter. J'ai pris quelques exemples. Le plus connu est celui du numerus clausus, bien entendu, en 71. Je rappelle que tout le monde était d'accord, les médecins en premier. Simplement, on n'a pas réfléchi à ce qui se passerait 30 ans, 40 ans plus tard. C'est pareil sur la fin de l'obligation des gardes, c'est pareil sur plein de sujets. La tarification à l'activité à l'hôpital était bien meilleure, vous le savez, que le budget global qu'on avait avant. Il a fallu un certain nombre d'années pour en voir aussi les effets néfastes. Donc reprenons des réflexions là-dessus. C'est pareil sur la loi HPST. Quand Nicolas Sarkozy a poussé cette loi HPST, il disait il y en a marre à l'hôpital, tout le monde a le pouvoir de dire non, personne n'a le pouvoir de dire oui. Ben si, donc on a donné le pouvoir au directeur. On se rend compte maintenant qu'il y a une réflexion sur la médicalisation de la gouvernance, comment l'accompagner, comment aller plus loin. Les décisions prises sur les dérives de l'intérim, je les assume totalement. Rien ne me dit que demain, on ne me montrera pas que c'est une erreur. Bon, pour l'instant, ce n'en est pas une, je vous rassure, mais en tout cas, ayons toujours cette réflexion. Et cette réflexion, elle va avec un autre élément qui est totalement inconnu du monde politique, enfin inconnu, qui n'apparaît pas dans le monde politique, qui est la culture du doute. Nous avons été, scientifiques, formés à la culture du doute. Elle est permanente. Quand vous prenez en charge un patient, vous avez toujours des doutes. Le monde politique, comme le monde sportif de haut niveau, n'a pas de doute, ne peut pas avoir de doute. En tout cas, s'il les a, il les garde pour lui. Il n'y a rien de plus dangereux, quand vous êtes dans le monde politique, que d'exprimer vos doutes. Parce que, dans le pire des cas, vous êtes quelqu'un de très dangereux. Dans le moins pire des cas, vous êtes quelqu'un d'incompétent parce que vous n'êtes pas capable de prendre une décision. Donc là aussi, cette notion du doute, cette culture du doute, on doit continuer à l'avoir, j'en suis persuadé, mais il faut faire attention de savoir avec qui on la partage. Alors, avons-nous quand même, au bout de tout ça, des espoirs d'espérer? Finalement, est-ce que tout est foutu ou est-ce qu'on avance vers quelque chose de plus positif? Eh bien, je vous rassure, on avance vers quelque chose de plus positif. Je vais essayer en tout cas de vous le démontrer. Alors, est-ce que nous sommes en crise? Les crises, on l'a connu, ici particulièrement. Donc notre système de santé, on n'arrête pas de voir, de dire, d'entendre que notre système de santé est en crise. Ou est-ce que c'est une révolution? Peut-être. On a eu les gilets jaunes, on va peut-être avoir demain les gilets blancs dans la rue. Eh bien, je pense que c'est plutôt une mutation. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Et parce que ce n'est pas uniquement un effet d'annonce, un effet de rhétorique de dire qu'on n'est pas en crise mais qu'on est en mutation. Si nous sommes en crise, on n'est pas plus idiots que les autres. On sait gérer une crise, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Et puis vous trouverez sur Internet, partout, des guides pour gérer la crise. Je ne sais pas, peut-être que la FHF en a fait un, j'avoue que je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, toutes les sociétés savantes de médecine vous expliqueront comment il faut gérer la crise, les 5 étapes de la crise, les machins. Bon, on n'est pas idiots, si on est en crise, on va réussir à régler le problème. Mais si on est en mutation,
Il y a une chose dans la mutation, c'est qu'elle est irréversible. Quoi que vous fassiez, elle va avancer. Oui, les jeunes générations travaillent moins que les générations anciennes. Vous avez deux solutions. Soit vous dites on va les forcer à travailler plus. Ah, bon courage. Hein. Soit vous dites on intègre le fait qu'ils travaillent différemment et on se projette avec cette façon de travailler différemment. Il y a des déserts médicaux, on va imposer aux médecins d'aller s'installer dans des territoires où il n'y a personne. Bon courage aussi. Ils n'iront pas. S'ils vont, ils iront, ils bosseront un mois, ils prendront un mois de vacances, ils bosseront un mois, ils prendront un mois de vacances et vous n'aurez pas résolu le problème. Donc, intégrer le fait que nous sommes dans cette mutation nous impose d'abord de changer notre vision du problème, mais aussi de voir les solutions un peu différemment, parce que je vous rappelle quand même que, et faisons appel là aux mains de Darwin, dans une mutation, ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui survit, c'est celui qui est le plus capable de s'adapter. Et je crois que là aussi, notre société évolue, notre système de santé évolue parallèlement à la société, et notre enjeu est de s'adapter. Nous devons accompagner cette mutation. L'accompagnement de cette mutation, elle se fait en mettant en avant, en favorisant ce qui marche bien, et en luttant de façon féroce contre ce qui marche mal. Par exemple, ce qui marche bien, le partage de compétences entre professionnels de santé. Il faut le promouvoir. Demain, nous n'aurons pas plus de médecins qu'aujourd'hui. Il faut arrêter de dire que dans 10 ans, le problème est réglé. C'est faux. Parce que les besoins augmentent, vous le savez tous, et on a beau augmenter les professionnels de santé, ça n'ira pas mieux. Par contre, si on augmente les transferts de compétences vers des professionnels de santé autres, là, on va permettre de remonter plus rapidement, en plus, notre réponse aux besoins de santé. Et puis des dérives. La dérive que vous connaissez tous, c'est la dérive de la financiarisation de la biologie médicale, entre autres. C'est un très bel exemple d'ailleurs, hein, quand on le reprend, l'évolution des choses, qui est en train d'atteindre le secteur de la radiologie, qui a déjà atteint le secteur de l'anatomopathologie et qui est en train d'arriver dans le secteur des soins primaires. L'essence même de notre système de santé, les soins primaires sont en train de se financiariser par des grands groupes avec des fonds de pension derrière, pas français, avec une recherche évidente de rentabilité. Et la rentabilité, elle n'est pas à 5-6% comme nos cliniques aujourd'hui. La rentabilité recherchée, elle est plutôt de l'ordre de 20%. Donc on imagine bien ce que ça va donner demain. Alors ce contexte, l'effet ciseau, je ne reviens pas dessus, hein, vous le connaissez, sur la raréfaction de l'offre et l'augmentation des besoins. Cette raréfaction de l'offre, elle n'est pas tant dans le nombre, si je reprends les médecins, de médecins dont nous manquons, c'est du temps médical. C'est le temps que les médecins consacrent à leur exercice auprès des patients. Alors, ce n'était pas spécialement prévu que je vous donnerais quelques pistes, mais bon, la situation fait que c'est peut-être intéressant de se pencher sur ce qu'il faut faire. Alors, quelques-unes, simplement. Territorialisation de la santé, c'est essentiel, vous le dites, vous l'avez répété, il faut continuer à le répéter. On est dans une logique de par le terrain, pour le terrain. C'était la base même des conseils nationaux de la refondation en santé. Il faut revenir, il faut les refaire démarrer, parce que la solution, le problème de Strasbourg semble peut-être le même que le problème de Biarritz, mais la solution sera complètement différente. Ça, c'est essentiel. Revenons à une échelle territoriale, avec la problématique actuelle de cette échelle territoriale, 135 GHT, 1000 CPTS. Alors on dit le lien ville-hôpital, d'accord. Enfin, il y a quand même là une discordance en termes de rapport, non pas de force, mais rapport de cohérence entre les territoires. Globalement, les 1000 CPTS correspondent à 1000 territoires de santé. Comment notre système hospitalier s'adapte finalement à cette nouvelle logique de territoire de santé autour des CPTS. Et puis quelque chose qui pour moi est essentiel, j'ai eu l'occasion de le dire, je continue à le dire, changeons notre façon de réfléchir sur la réponse. Nous ne sommes plus dans une logique d'offre. Depuis la fin des années 70, en gros, on a construit les systèmes de santé, et pas que nous, tous les pays du monde sont de la même façon, sur l'offre. On met en place une offre, et on dit cette offre va s'adapter et va répondre aux besoins de la population. On a d'ailleurs au ministère de la Santé une direction de l'offre de soins. Le problème, ce n'est pas l'offre, surtout qu'elle se raréfie, c'est la réponse aux besoins de santé de la population. Comment on s'adapte à ces besoins de santé de la population? Vous savez tous, dans vos différents secteurs, qu'on a une concurrence, parfois acharnée, entre public et privé sur un même territoire. Qu'on travaille sur la notion de part de marché, qui est quelque chose qui, moi, m'horripile. Le problème n'est pas la part de marché, le problème est sur un territoire, est-ce qu'on répond bien aux besoins de la population? Vous vous retrouvez, un territoire que je connais bien, que je ne citerai pas, avec des services de spécialité qui sont redondants entre public et privé.
Je ne parle même pas de la permanence des soins, qui effectivement n'est assurée que par le public, et d'autres spécialités qui sont totalement en déshérence, alors que même dans votre territoire, vous avez besoin de pneumologues parce qu'il y avait des mines, parce qu'il y avait des aciéries et qu'il y a des patients qui sont en insuffisance respiratoire chronique. Donc on est dans une logique où on met n'importe quoi comme offre en disant on verra bien. Eh bien, il faut changer cette réflexion, ce paradigme pour dire quels sont les besoins. Et l'ARS pour ça est très aidante. Et je me suis replongé depuis que je suis revenu dans l'Est sur tous les chiffres de l'ARS sur les besoins de santé de la population et adaptons-nous à ces besoins de santé. Ça impose aussi de ne plus être en concurrence, mais d'être en complémentarité sur un certain nombre de sujets, entre public et privé, entre ville et hôpital. Deuxième élément, et puis forcément, je suis content d'être provocateur face à des directeurs d'établissement, sur les questions de gouvernance. Donc les questions de gouvernance, la première, les ARS doivent être en soutien et non en censeur. À partir du moment où on est sur une logique de territoire, ce sont les gens du territoire qui définissent via les CNR quels sont les besoins, qui inventent des solutions, et j'ai vu beaucoup de solutions extrêmement pertinentes inventées à droite et à gauche. L'ARS doit être aidante. Le lien ville-hôpital, les médecins libéraux n'ont pas le temps ni l'envie à 20 h le soir de passer des heures sur un dossier d'autorisation de 50 pages. Ce n'est pas possible, on ne peut pas leur demander ça. On ne peut pas demander à des médecins libéraux qui travaillent la journée de faire des réunions avec l'hôpital à 14 h. Or, on continue à avoir cette logique de mettre des réunions à 14 h. Non, les libéraux, on va faire des réunions à 19 h ou à 20 h. Alors bien sûr, ça enquiquine tout le monde, mais oui, mais c'est quand même comme ça qu'on va réussir à avancer. Et les ARS, je le redis, doivent être en soutien. Alors, la notion de médicaliser la gouvernance, eh bien, vous avez là la page, vous ne voyez pas trop bien, mais tant pis, du rapport remarquable by Clarisse 2. Vous y avez participé en tant que fédération. Ce rapport n'est toujours pas sorti. Et je vous garantis qu'il est bien. Hein. Il ne va pas trop loin, il va juste comme il faut. J'espère qu'il va finir par sortir quand même un jour. À l'hôpital, oui, les pôles, c'est très bien. Enfin bon, créer des baronnies, ça n'a jamais réglé les problèmes. Donc, revenons à l'unité de base de l'hôpital. L'unité de base de l'hôpital, c'est le service. Les pôles ont sûrement des intérêts, mais sûrement pas des intérêts de décision pratique. Et j'en viens à quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, que j'utilise souvent aussi. En profiter pour dire le rôle de l'État, mais vous pouvez décliner ça à tout niveau, c'est le principe de la doctrine, de la stratégie et de la tactique. Principe militaire, bien sûr. La doctrine, c'est du rôle de l'État. La doctrine, c'était le quoi qu'il en coûte dans le Covid, pour vous donner un exemple. L'État doit donner, non pas une direction, mais doit donner un objectif. Un cap, on dit souvent, mais un objectif. La stratégie, c'est l'adaptation de la doctrine aux circonstances, l'adaptation de la doctrine au territoire. Si on dit demain, je dis n'importe quoi, mais toutes les femmes qui doivent avoir une mammographie doivent avoir une mammographie. Je vous garantis qu'il y a du boulot. Hein. Bon, ben, ça, c'est une doctrine. On ne va pas ensuite aller expliquer à Strasbourg, à Metz, à Nancy, à Mulhouse, comment il faut se mettre en place. On va leur dire, vous avez cet objectif. Après que vous y alliez par un chemin par la droite ou par un chemin par la gauche ou par un chemin qui tortille, c'est votre problème, mais vous devez obtenir cet objectif. Le rôle de l'État est de définir ça. Stratégie à l'échelle des responsabilités des décideurs locaux et la tactique. La tactique, c'est le terrain. Quand on a dit pendant le Covid, il faut soigner tous les gens de la même façon, quoi qu'il en coûte, l'État n'est pas venu nous dire, forcé de parler des TGV, puisque le premier, on l'a fait au départ de Strasbourg, vous allez mettre les gens dans un TGV et vous allez faire ci et vous allez faire ça. On a laissé le terrain répondre à la doctrine définie au-dessus et définir sa stratégie avec les acteurs et les responsables locaux. Et je crois que ça, il faut toujours garder ça présent à l'esprit. La gouvernance ne s'entend que dans cette logique. Alors c'est très compliqué en France, parce qu'en France, nous avons toujours une logique très pyramidale du leadership et de la gouvernance, alors que là, on est plutôt dans une logique bottom-up et dans une logique de leadership partagé. Je pourrais passer des heures là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique. Alors réformer, j'aime pas trop le terme finalement réformer, une fois que je l'ai mis, je me suis dit ça va pas, c'est plutôt accompagner le changement et vous l'avez compris. Réformer le financement du système de santé, je pense qu'on parle effectivement de capitation pour la médecine générale, on parle de financement populationnel, je pense que là aussi c'est important et ça facilitera bien entendu la coopération entre les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes lourds et j'entends bien ce qui a été dit sur
payer à son juste prix certains actes, bien entendu. Mais là, il y a des choses à faire. Il y a aussi des économies majeures à faire dans le domaine de la santé. Je vous en livre une qui va me faire taguer ma voiture par les ambulanciers privés, mais tant pis. Vous prenez là aussi un secteur que j'ai redécouvert, que je connais bien, avec un service de cardiologie qui fait tous les examens complémentaires qui vont bien en cardiologie, en particulier les examens d'effort. Et puis, je demande au chef de service s'il travaille bien avec la ville, avec les cardiologues de ville. Et la réponse, c'est Thionville, hein, pour être tout à fait clair, la réponse, elle est assez dure. Elle me dit, bah, pas tant que ça, parce que les cardiologues de ville, ils préfèrent envoyer les patients chez leurs copains à Nancy, parce que c'est leurs copains de promo. Très bien. Mais est-ce que c'est normal que ce soit la sécurité sociale qui paye le transport jusqu'à Nancy? C'est long, hein, Thionville-Nancy, alors que le même examen peut être fait à 3 km de là. C'est une réflexion, je vous lance cette réflexion, mais on a là des sources d'économie dans ces 250 milliards qui sont phénoménales. Il y en a d'autres, il y a les fraudes, il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, nous devons nous poser ces vraies questions. La recherche et l'innovation, la FHF en parle, et bien là, je suis content parce que c'est un rapport qui est sorti la semaine dernière, j'espère que vous l'avez vu, le rapport Thuon de Lara et Anne-Marie Armentera de Saxé sur la réforme de la recherche médicale qu'on avait travaillé au préalable, qui me semble quelque chose d'intéressant, avec des pistes qui sont particulièrement intéressantes. Et puis tout ce qui concerne les métiers, les carrières, l'attractivité, je ne vais pas détailler, mais c'est un véritable enjeu pour les années à venir. Vous trouverez bien sûr les détails de tout ça dans ce remarquable ouvrage que je vous invite à lire. Alors pas en une fois, hein, j'avoue, je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est très dense, avec énormément d'informations, et cet ouvrage qui a été fait par la FHF. Pour conclure, nous ne sommes pas au crépuscule de notre système de santé, nous sommes plutôt à l'aube d'un nouveau système de santé en mutation que nous devons accompagner. Et j'aime beaucoup cette phrase de Bill Gates, hein. Ce n'est pas parce qu'on a des succès ou pas parce qu'on a eu des succès qu'on est invincible. Attention, les succès nous font croire potentiellement que nous sommes intelligents, et ce n'est pas toujours le cas pour les uns comme pour les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour les questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on peut prendre 3-4 questions environ, en fonction de la longueur de vos questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Je pense que oui, parce qu'il y avait une matière très riche. Bon, je sais, la gouvernance médicale, je sais qui c'est à l'origine, mais je regarde la conf des PCME, là. Dr. Fels. Non. Il marche les deux. Ça m'inquiète si vous êtes d'accord avec tout. Ouais. Merci beaucoup. Donc, Alexandre Fels, adjoint à la maire en charge de la santé, vice-président du conseil de surveillance des hôpitaux et médecin généraliste toujours en activité. Donc, merci beaucoup de ce retour. C'est vrai que c'est un retour unique, un professionnel de santé qui va à la politique et qui nous donne une vision globale, comme vous avez dit, des deux côtés, pas que d'une côté de la lorgnette. Donc moi, je partage beaucoup d'éléments. Alors, il y a peut-être deux éléments qui me semblent interrogeables, alors pas de vous, mais de la volonté qui est affichée par le gouvernement actuel et par Emmanuel Macron. C'est la question de la financiarisation de la santé. Il me semble qu'il a revendiqué de façon très forte d'avoir amené Uber en France et d'avoir cette volonté-là de transmettre de plus en plus de moyens au privé et de financiariser la santé. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe, comme vous avez dit, parce que ces opérateurs n'ont pas grand intérêt à la santé. Ils sont très intéressés par l'immobilier. C'est ça leur boulot, en fait. Vous avez vu dans les centres de santé, ophtalmo ou dentaires, dans les grandes villes, ils achètent des immeubles, ils salarient les collègues avec une rentabilité forte et ils arrivent, incroyable, à rentabiliser des immeubles à 10 millions en 10 ans, en arrivant à trouver des marges. Voilà. Donc je pense, mais ce n'est pas vous, mais je pense que le politique, de façon globale, peut réguler cela. En tout cas, il doit le réguler, il me semble, et que c'est un vrai choix politique qui, aujourd'hui, n'est pas posé comme tel. Voilà, ça, c'était le premier élément. Le deuxième, je suis beaucoup plus déprimé que vous.
malgré le Prozac le matin et le Laroxyl le soir, parce que je me rends compte que les déserts médicaux, j'en parlais avec un confrère de Reims, ils sont aussi à Strasbourg. Quand je dis ça, les gens ils me disent il est un peu bizarre. Dans les quartiers populaires de nos villes, malgré la volonté politique que Jeanne Barzéguian a, on aura 7 maisons urbaines de santé à la fin de ce mandat. Mais même les maisons de santé ne sont plus aussi attractives qu'avant. Et donc, on a des confrères, notamment par exemple dans mon cabinet, mais dans d'autres où les confrères partent. Et même là, on ne trouve plus de remplaçants. Et donc, du coup, je me dis, même à Strasbourg, vous voyez ce que je veux dire? Et je sais qu'ailleurs dans le Grand Est, les difficultés sont encore de cet ordre-là. On est dans ces difficultés. Voilà, donc ces 2 éléments, la financiarisation, je pense que c'est un choix politique et qu'on peut le réguler et que la volonté politique doit s'affirmer là. Et le deuxième, bien sûr, il faut réinventer le système de santé. Mais quand même, on est aujourd'hui dans une situation qui est terrible, où justement, dans les trous de l'hôpital public, dans les trous de la médecine générale, notamment libérale et spécialisée, vient se rentrer, comme vous l'avez dit, le CAC 40 et les fonds de pension. Et ça, aujourd'hui, ça me semble quelque chose de très complexe. Voilà. Merci aussi beaucoup pour votre engagement pour le sport santé. On l'avait fait ensemble et merci de ce passage fort quand même au ministère de la Santé. Merci. Merci de me donner l'occasion de revenir sur 2 points. Alors là, ça peut durer la journée, mais je vais essayer de faire court. Le premier, c'est une question de financiarisation. Le politique n'a pas cette réflexion. Détrompez-vous. Le politique, il est pragmatique. J'ai des patients qui râlent parce qu'ils n'ont pas de solution. J'ai quelqu'un qui arrive avec une solution. En face, il n'y a pas de réponse. Je prends cette solution. Il n'y a pas de volonté de financiariser quoi que ce soit. Il y a une volonté d'être efficace dans les solutions mises en place. On parle de la financiarisation des soins primaires. J'ai vu à Marseille la problématique des quartiers nord. Tout le monde fantasme ou pas sur les quartiers nord de Marseille, mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour faire 300 mètres, on n'a pas voulu que je les fasse à pied, quoi. Il fallait que je les fasse dans la voiture. On m'a dit, vous allez prendre quelque chose sur la tête. Bon, je n'ai rien pris sur la tête, mais bref. Eh bien, dans les quartiers nord de Marseille, aucun médecin ne veut s'installer. C'est le CHU qui a mis en place une maison médicale, qui a salarié des professionnels. Et au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les grands professeurs universitaires de spécialités hautement remarquables du CHU vont faire des consultations dans cette maison médicale parce qu'ils disent que c'est vachement intéressant. On revoit des gens et puis on revoit les vrais besoins de la population. Donc, la financiarisation, elle arrive quand nous, professionnels de santé, nous ne proposons rien en face. Ça, j'en suis intimement persuadé. Il n'y a pas de volonté politique là-dedans. En tout cas, pour l'instant. Après, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et puis les déserts médicaux. Là, si je peux me permettre, vous avez une analyse sur la base de l'offre et pas sur la base des besoins. Je m'explique. Si on prend les chiffres allemands qui définissent les déserts médicaux, c'est pas très loin, c'est facile. Si on transpose ces chiffres en France, on a 2 déserts médicaux en France. Wallis et Futuna et Mayotte. Le reste, c'est pas des déserts médicaux. Alors, les Allemands ont des problématiques. Il leur manque 300 000 professionnels de santé au niveau libéral, enfin au niveau de la ville. Ils ont plein de soucis. Mais les Allemands, ils sont aussi pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait bien avant nous des grandes maisons médicales, pluriprofessionnelles, avec de la biologie, avec de l'imagerie, en travaillant en groupe et en faisant du transfert de compétences. Ça, c'est pour une solution possible. Je crois qu'il faut aller à fond vers ces transferts de compétences, vers les infirmières azalées, vers les infirmières en pratique avancée, vers les assistants médicaux, que le médecin, et c'était dit, la notion de cœur de métier est essentielle, se recentre sur son cœur de métier en ville, comme à l'hôpital d'ailleurs. Autre exemple, pour montrer que votre raisonnement est un raisonnement sur l'offre et pas sur les besoins. On parle toujours de 2 territoires, vous en entendez parler tout le temps, un qui est honteusement surdoté en médecins, les Alpes-Maritimes. Il y a des médecins partout, c'est honteux, voilà. Et un où il y a très peu de médecins, la Mayenne. C'est le pire des déserts médicaux, c'est la diagonale du vide, c'est machin, etc. Donc, en toute logique d'offre, on dit qu'il faut prendre des médecins des Alpes-Maritimes et les mettre en Mayenne. On va régler tous les problèmes. Intéressons-nous aux besoins. Où est-ce que vous croyez qu'on vit le plus vieux? En bonne santé, j'entends. Eh bien, en Mayenne, on vit 1 an plus vieux que dans les Alpes-Maritimes. Ce qui veut dire que si on s'intéresse aux besoins de santé de la population, on se dit qu'il faudrait peut-être plutôt mettre plus de médecins dans les Alpes-Maritimes parce qu'il y a plus de gens à soigner qu'en Mayenne. Alors, c'est provocateur, bien sûr, il y a plein d'autres raisons. Mais c'est pour vous montrer qu'en fonction de la
l'axe que l'on prend dans l'analyse de notre système de santé, on peut avoir des réponses qui sont totalement différentes. Donc, je ne suis pas pessimiste, déjà de nature, mais je pense que si on intègre cette notion de mutation, si on se dit de toute façon notre système il évolue, que nous accompagnons les bonnes évolutions, que nous luttons contre les dérives, on va s'en sortir. Ah, là-haut. Thierry qui fait office de porteur de micro. Merci, Monsieur le ministre, pour l'exposé extrêmement pénétrant. Peut-être il y a une question pour moi ou une absence, ou en tout cas quelque chose qui me frappe quand on voit les systèmes de santé à l'étranger. Est-ce qu'on n'a pas 2 ministères de la Santé en France, en vérité? Et Vous ça, avez parlé de la Sécu. Par exemple, oui. Alors, c'est effectivement, on peut se demander pourquoi il y a le financement d'un côté et l'organisation de l'autre. Après, il y a 2 façons de voir les choses. Hein. Je le redis, quand vous êtes au ministère, quand vous êtes ministre, vous avez la main sur la Sécu. Après, ça dépend ce que vous en faites. Voilà. Soit vous les laissez faire et vous vous intéressez pas du tout au budget, soit vous essayez d'influencer les choses. Moi, quand on m'a proposé le poste, la première chose que j'ai dit, c'est, vous savez, en budget, je suis pas bon. Hein. Elle dit, c'est pas grave, on mettra quelqu'un pour vous aider. Bon. Je suis arrivé, j'avais personne pour m'aider. Donc, j'ai vu le directeur de la Sécurité sociale, je me souviens, c'était en juillet. Hein. Le budget, le PLFSS, c'est en septembre, hein, septembre-octobre. Je lui ai dit, ben voilà, on a l'été, donc il faut me faire le système de santé et son financement pour les nuls. Et on se voyait 2 fois par semaine, 1h30, pendant tout l'été. Et on a pris la base et on a monté. Ben, une fois, on n'est pas plus idiots les uns que les autres. Quand on nous explique, on comprend. Et après, ben, quand vous comprenez, vous avez beaucoup plus la main pour dire on va dans telle direction ou dans telle autre. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, que ce soit Bercy ou que ce soit la CNAM, ils me menaient par le bout du nez et ils m'emmenaient dans des endroits où je voulais pas. Alors, j'étais peut-être aveugle hein, ou naïf, mais en tout cas, je pense que si ce ministère de la Santé ne s'impose pas, et c'est quand même plus facile de s'imposer quand on est ministre en titre, et peut-être pas numéro 14 du gouvernement, que quand on est secrétaire d'État ou ministre délégué, mais si on ne s'impose pas face à ces directions, puisque vous parlez de la sécurité sociale, ça c'est simple. Bon, il y a la DSS quand même et la CNAM, mais quand vous commencez à regarder toutes les agences qu'il y a autour de ce ministère, c'est affolant. Alors, le ministère de la Santé, il a réduit quasiment de moitié ses personnels. C'est le ministère qui a fait le plus grand effort. Mais du coup, on a créé plein d'agences parce qu'on n'arrivait plus à faire le boulot. Et maintenant, vous avez des agences qui vous expliquent qu'elles sont indépendantes. Moi, je me suis accroché avec quelques directeurs ou directrices d'agences, leur disant, vous n'êtes pas indépendant. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui vous paye. Votre avis est indépendant. C'est pas pareil. Mais vous n'êtes pas indépendant. Juste un exemple sur les agences. Je suis arrivé, problème. On dit, mais je ne sais pas si ça vous frappe, mais je trouve que la communication du ministère de la Santé, elle est cataclysmique. C'est mauvais. Et vous avez des communications, par exemple, vous avez une communication de l'HAS, c'est pas marqué ministère de la Santé, marqué HAS, comme si l'HAS était au même niveau que le ministère de la Santé. Donc je dis, il faut absolument qu'on renforce cet axe de communication. Ils sont moins de 10 au ministère de la Santé pour faire la com, du ministère de la Santé. Donc je vois notre actuel Premier ministre qui s'occupait du budget, on déjeune ensemble, on commence à arbitrer des choix de budget, et je lui dis, il me faut du budget pour avoir au moins 40 personnes à la communication, etc. Ça va pas. Je pense qu'il s'en doutait, parce qu'il me dit, mais tu as près de 80 personnes à la communication. Je dis, ah bon, ils sont où? Eh bien, t'en as tant à la HAS, t'en as tant à tel endroit, t'en as tant au conseil machin, t'en as tant au truc. Bref, une mosaïque avec aucune coordination. Donc je crois que là aussi, il faut peut-être qu'on regarde beaucoup plus large que simplement la CNAM. C'est vrai que la CNAM est puissante, mais les agences, elles prennent du poids si vous n'êtes pas en face à serrer un peu la vis. Ah, c'est pas un boulot de tourpeau.